Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. 20h14, comment célébrer le réveillon de Noël mieux que derrière les fourneaux? Vous avez peut-être quelques petites idées déjà pour demain. Eh bien, je vous emmène dans le très secret, le Saint Graal, le sacro-saint Guy Savoy qui nous ouvre les portes de sa cuisine. Entretien enregistré il y a quelques jours au matin. Au sein du Graal, le Saint des Saints, le restaurant Guy Savoy à la Monnaie à Paris. Guy Savoy, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ces cuisines. Je suis ravi. Je suis ravi de mettre un physique à une voix. Donc on se connaît. On se connaît. Guy Savoy, Oui. qu'est-ce qu'on prépare? Là, il est 10h25 précisément. Cet entretien est enregistré, bien sûr. Et nous allons passer pour le déjeuner, c'est ça? Oui, tout à fait. Bon, mais alors, il se passe encore. On est dans ce qu'on appelle les avant-préparations. C'est pour ça. Tiens, venez, on va voir. Il y a pas mal de marmites. Parce que pendant le service, on n'utilise que des petites casseroles. Et là, le matin, bon, là, vous avez vu, là, il y a un bouillon de volaille. Là, tu viens de blanchir le chou, c'est ça? Bien sûr. Parce qu'à côté des poulardes, on a une petite garniture avec un chou qui est farci de légumes. Donc là, il va blanchir les feuilles. Là. Ça veut dire quoi, blanchir le chou? C'est-à-dire qu'on va ramollir ces feuilles qui sont trop dures. Après, on va terminer la cuisson une fois que ces feuilles seront farcies avec des légumes. Là, le bouillon de volaille, il cuit depuis combien de temps là? Il y a 45 minutes déjà. 45 minutes. Ça, c'est un bouillon de volaille. C'est très différent d'un bouillon Knorr. Mais non, le bouillon de volaille a inspiré le bouillon Knorr. Oui, c'est la poule et l'œuf. Mais nous, c'est des carcasses, c'est des vraies carcasses de volaille, quoi. Ouais. Donc on découpe le poulet, on fait les poitrines pour le manger et on laisse la carcasse pour le bouillon. Là, c'est les coffres de langoustine. Ah oui. Alors, vous imaginez la taille, vous avez vu la taille des coffres. Donc, et nous, on laisse tout ce qu'il y a dedans pour que... Ah oui, et il paraît que le meilleur, c'est la tête. Ben oui, justement. Justement, c'est pour ça que ça se transforme en Et qu'est-ce que ça bouillon. devient? Là, après, Un ça bouillon? devient une crème légère de lentilles et langoustines. Où on a les queues qui sont entières. Et ce bouillon qui est très puissant, en fait, va être adouci. On va adoucir le goût et légèrement épaissir la consistance avec des lentilles. Et alors le monsieur, il fait un travail de Sisyphe là, Alors parce là, qu'il il a une petite coupelle dans laquelle une petite écuelle qui fait 3 cm de circonférence. C'est un petit pochon. Et alors lui, vous mettez combien de temps pour faire ça, monsieur? J'enlève les impuretés qui sont à la surface après ébullition. Et donc, pour qu'il me reste assez de fumée, j'enlève vraiment que les impuretés à la surface. Enfin, les impuretés, tout ce qui est cette mousse, pour que le bouillon soit vraiment clair. Clair, Oui. pourquoi? Donc, si le bouillon est clair, La soupe est bonne. on fait la soupe est bonne, mais on fait surtout attention à la santé. Parce que, bon, là on n'a pas de gras. Et par exemple, quand on fait un bouillon de volaille ou un truc comme ça, on enlève toujours ce qu'il y a dessus. Enfin, c'est à la fois les impuretés, comme l'a dit Laurent, et le gras, quoi. Donc, et là, on enlève toutes les impuretés des coffres. Là. Ça, le bouillon, à la fin, il sera translucide. Bon, alors ça, je sais faire. Il y a des petites rates. Là, on cuit des pommes de terre. Voilà, ça, je sais faire, ça. Hein, voilà, Il y a une manière de faire, non? Ou, Là, c'est parce quel que, bouillon? faut me le Non, dire, hein. non, on démarre à froid toujours, bien sûr. Ah bon? Vous me l'apprenez? On planche jamais des pommes de terre dans une eau bouillante. Pourquoi? Mais parce que ça durcit tout de suite la peau et que voilà, donc il faut démarrer à l'eau froide. Non, mais il me dit ça comme si c'était évident. Mais il n'y a rien d'évident, Guy Savoy. Enfin, tout le monde n'a pas 3 étoiles. J'explique pourquoi. Ah oui. Ici, le bouillon, là, Laurent, c'est lequel, celui-là là? C'est le bouillon de homard. Ah, c'est le bouillon de homard, celui-là. Alors là, on a enlevé les coffres et on le fait réduire pour amplifier le goût de homard. Là-dessous, il y a de quoi? Non, c'est de la purée pour nous. Pour nous. On a reçu la truffe blanche. C'est pour la brigade. C'est pour l'équipe. Elle a des truffes blanches. Il y a des truffes blanches sont arrivées ce matin. On joue avec une petite brosse. On enlève toutes les impuretés. Ah, on va écouter la brosse. Voilà. Et puis l'eau qui coule. Mais on la tient pas Voilà, sans arrêt parfait. sous l'eau. Juste parce que c'est comme tous les champignons en fait. On travaille beaucoup à la brosse et très peu d'eau. Parce que
le goût. Voilà. On a peur que si on lave trop la truffe à l'eau, elle perde un peu de son goût. Très bien. Voilà. Et là, Ça, c'est un menu de fête ou est-ce que la truffe, c'est toute l'année? Non, là, la truffe blanche, c'est uniquement maintenant. Là, ça démarre autour du 15 octobre et ça va finir la fin décembre ou mi-janvier. Le dérèglement climatique a rallongé un peu la période de trucs blanches. Ça, on est Ça, chez c'est pour nous. c'est Burger King, ça. Ça, c'est ça, Je vois des steaks hachés sur un plateau. Qu'est-ce que c'est? C'est les burgers pour nous ce midi. Vous faites des burgers Guy Savoie? Absolument. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont de plus? Qu'est-ce qu'ils ont en accompagnement là? Loïc, qu'est-ce que c'est? Attends, Loïc a l'air très très renseigné. Ça va être des coquillettes, c'est ça. Bon. Ça va être burger coquillettes à midi. Bon, bah très bien, parfait. On va pour le burger coquillette. Voilà, et là, Oula, qu'est-ce que Louis c'est que vient de cette mettre chose? une poularde de Bresse dans une vessie de bœuf. Et on va la cuire dans cette vessie de bœuf. Mais qu'est-ce que c'est qu'une vessie de bœuf? Ben, c'est la vessie du bœuf. On la retourne et on enferme la poularde dedans. Ah, donc c'est une vraie vessie de bœuf. Bien Je sûr. pensais que c'était un canular. Non, pas du tout. C'est une vraie vessie de bœuf. Et voilà. Donc la poularde va cuire complètement, on va dire, à l'étouffer. Mm. Et ce qui va c'est une manière de la pocher tout en gardant tout son goût. Extraordinaire. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui nous écoutent, cher Guy Savoie? Qu'est-ce qu'on peut commencer à préparer pour les fêtes? Parce qu'il y a les plats traditionnels, il y a quelques originalités, il y a quelques... Comment est-ce qu'on peut se faire plaisir? Alors, comment on peut se faire plaisir? Déjà, il ne faut pas se lancer à faire des choses qu'on n'a jamais faites. Je dis toujours comme à l'armée, il faut faire un coup de sécurité. C'est-à-dire que si vous décidez de faire un plat qui n'est pas habituel pour vous, il est préférable d'essayer un peu avant. Mais après, bon, on peut rester dans les choses traditionnelles. Là, on va avoir une préparation d'huîtres, là. Ah. Hein, Ça, les huîtres, par exemple, c'est quelque chose d'assez facile. C'est un Il classique. faut juste pas se couper la main. Il faut juste pas se planter le couteau dans la main. Mais enfin, si on va très doucement, on risque rien. Alors là, voilà, là, ce sont des huîtres. Vous voyez, on a préparé, on a fait une gelée avec l'eau des huîtres. Et puis à côté, on a des huîtres qui sont concassées et qui sont assaisonnées avec un peu de poivre, d'huile d'olive et un tout petit peu de ciboulette. Voilà, ça, c'est une idée de génie. Une idée d'entrée. Non, c'est une idée d'entrée. Hein, l'huître, plutôt que de la servir entière, vous la coupez comme vous feriez un tartare d'huître et vous l'assaisonnez, surtout pas de sel, mais un peu de poivre et un tout petit peu de ciboulette et d'huile d'olive et vous remettez ce concassé d'huître dans les coquilles. Mais alors, votre gelée, elle est faite à base de quoi? Ben, elle est faite avec l'eau des huîtres. Ah, c'est avec Voilà. l'eau des huîtres? Voilà. Mais l'autre, la concassée, c'est beaucoup plus simple en fait. Hein. Et oui, parce qu'on fait un petit tartare. Voilà, on se fait un petit tartare, vous voyez, qui est juste assaisonné de poivre, d'huile d'olive et un tout petit peu de ciboulette. Et là, servi avec des petits croûtons, c'est formidable. Autrement, la dinde. Alors, c'est une idée pour la dinde. On est obligé de la dinde? Non, on n'est pas obligé, mais juste une idée, plutôt que de la faire rôtir et puis là, parfois elle est un peu sèche, vous la cuisez. Tu prends une dinde de 5 kilos, 2 heures, vous la cuisez comme un pot-au-feu, avec tous les légumes du pot-au-feu, et vous la servez avec une vinaigrette dans laquelle vous pouvez mettre quelques lames de truffe noire, et puis voilà. Donc Une vinaigrette pour de la dinde? pour de la dinde. Une vinaigrette que vous détendez avec le bouillon de cuisson. Alors attendez, je fais comment? Vous cuisez votre dinde. Oui. Donc, comme un pot-au-feu. Imaginez un pot-au-feu, vous avez oui. la dinde, tous les légumes. Oui. Et une fois que votre dinde est cuite, vous faites une vinaigrette. en Avec partant vinaigre, avec moutarde, huile, voilà, enfin, tout ça. Et puis après, vous détendez cette vinaigrette avec le bouillon de la dinde, le bouillon qui a cuit la dinde. Guy Savoie, ça veut dire quoi, détendre? C'est-à-dire que vous avez de vinaigrette qui représente, admettons, le volume d'une tasse à café. Oui. Et bien vous mettez une tasse à café de bouillon de dinde et vous avez cette vinaigrette qui devient chaude Oui. et que vous versez sur la dinde dans les assiettes. Et ça s'appelle détendre. Voilà, détendre. Et après, on est détendu. Après, on est détendu. On est carrément détendu après. Absolument. Et vous pouvez améliorer, puisque c'est Noël, avec quelques lames de truffe ou du jus de truffe. On trouve du jus de Parce que truffe. la truffe, c'est cher. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à nos Ben, on en auditeurs? mettrait. Non, l'avantage de la truffe, bon,
c'est qu'il en faut très peu pour que ça parfume. Ah. On n'est pas Il obligé ne faut de pas mettre- regarder le prix au kilo, il faut se dire qu'on en prend quelques grammes. Ou alors on trouve du jus de truffe. Moi je suis contre les arômes et contre tout ça, mais vous trouvez du jus de truffe qui est une infusion de truffe en fait. Vous trouvez ça en petite boîte et si vous mettez ça dans votre vinaigrette détendue. Détendu. On se détend avec la truffe. On se détend avec la truffe, on la détend avec du jus de truffe et vous la servez sur les morceaux de dinde et les légumes de la dinde aussi, hein, les légumes qu'on cuit. Alors qu'est-ce qu'on fait comme dessert? Qu'est-ce qu'on fait comme dessert? Alors là, Il faut descendre pour les desserts. Oui, là, c'est en bas, c'est en petit prix. Les desserts, bon, bien sûr, le chocolat reste le dessert roi des fêtes, en fait, hein, que ce soit en bûche, que ce soit en mousse, que ce soit... Mais qu'est-ce que c'est que cette manie française de faire toujours des bûches? Ça vient d'où cette histoire de bûche? Ah, la bûche, la cheminée. Ouais. Bon, et puis, je pense que c'est l'origine, tiens, d'ailleurs. Mais, bon, la bûche, l'intérêt de la bûche, c'est qu'on peut avoir une multitude de parfums, et surtout, la forme de la bûche permet de faire des parts très, à la fois très régulières. Quand vous avez un gros gâteau rond, assez compliqué. Il y en a qui se font avoir. Il y en a qui se font avoir, absolument. Alors après, alors s'il est très gros, c'est le couper en grand rectangle et après tailler dedans. Mais bon, la bûche, au moins, vous êtes sûr. Puis ça permet de faire un décor de Noël sur la bûche. Ouais. C'est bon. Alors. Vous plantez vos petits champignons. Et qu'est-ce qu'on boit avec tout ça? Alors Hein? là, mais tout est possible. Est-ce que le Tout est champagne est possible. obligatoire ou est-ce qu'il y en a qui disent tiens, Alors oui, moi le champagne, je vais vous dire à quel moment je le prends pour ces moments de fête. Je le prends avec le fromage. Parce qu'à ce moment du repas, on a besoin... Moi j'ai besoin de fraîcheur aussi bien en température qu'en légèreté du vin. Et le champagne, comme ça, cette effervescence fait passer le gras du fromage. Donc j'aime bien le champagne à ce moment-là. À l'apéritif, si l'apéritif est vraiment en amont du repas, c'est-à-dire Oui. moi on passe pas à table tout de suite? je peux pas boire Ouais. un verre de champagne et tout de suite passer à table. Ah oui. Il faut qu'on traîne à l'apéro. Et vous avez entendu, le four il a des musiques. Des musiques de Noël, ouais. Ah Vous voyez, ça c'est pour qu'on soit vraiment dans l'ambiance de Et fête. dans le reste de l'année, c'est quoi? Tu peux faire le 14 juillet, c'est la Marseillaise. Laurent, on peut faire sonner le four là, s'il vous plaît? Attendez, on va s'approcher parce Non, que... on s'accroche. Allez. Voilà, c'est le four. Alors, si on veut que ça s'arrête, Ah oui, il suffit d'ouvrir le il four. suffit d'ouvrir le four. Voilà. Ah, je vois que le déjeuner de ces messieurs est parti. Voilà. C'est lancé. C'est lancé. Oui, c'est à 11h. Pour nous le déjeuner est à 11h. Et le soir à 18h. Voilà le déjeuner des cuistots de la brigade de Guy Savoy. Et on se retrouve avec Guy Savoy dans quelques minutes à table cette fois-ci. Il nous présentera son livre sur les écrivains et leur cuisine au 19e siècle. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Après notre passage en cuisine, nous voilà à table avec Guy Savoy. Quel honneur, cher Guy Savoy, qui signe Cuisine des écrivains au 19e siècle avec Anne Martinetti et Gilles Chénaud. Il faut les mentionner, c'est aux éditions Hercher. Alors on a suivi les siècles avec vous, les uns après les autres. Nous voilà au 19e, qui est un siècle important parce que c'est à la fois, évidemment, la suite des écrivains et comment est-ce qu'ils vivent la gastronomie française, mais c'est aussi peu à peu, parce qu'entre-temps, il y a eu les révolutions et les hôtels particuliers de la noblesse française se sont, pour certains, fermés. C'est l'apparition des restaurants, c'est l'apparition des guinguettes. Ça n'existait pas avant. Non, alors ça commence au 18e et c'est au 19e, on s'aperçoit que ce siècle, en fait, il est très proche du nôtre. On s'aperçoit que la cuisine, enfin la table, l'art de vivre à la française prend de plus en plus d'importance. Et il y a des dîners qui sont courus, par exemple Zola à Meudon, je crois que c'était tous les jeudis, il faisait des dîners qui étaient très, très courus, c'était bien d'être invité, c'était bien d'être là. Voilà. On raconte les repas pantagruéliques, parce que cette formule,
Cette série a démarré au XVIe siècle, donc on peut parler de Pantagruel et de Rabelais. Et là, on s'aperçoit que oui, il hésitait pas à finir les assiettes des convives qui étaient à côté de lui. Monsieur Zola ? Non, ça je parlais après de Balzac. Mais Monsieur Zola, c'est vrai que Monsieur Zola aussi avait... Un appétit. Ses dîners étaient très prisés parce que je crois que c'était... En fait, c'était à la fois... D'ailleurs, c'est le reflet de la table d'aujourd'hui. Un dîner, ça doit être bien évidemment des mets de qualité, des vins également de qualité, et surtout une atmosphère joyeuse. Je veux dire, qu'est-ce qu'on célèbre autour d'une table? C'est la gourmandise. Et d'ailleurs, le plus beau texte sur la gourmandise qui m'est arrivé de lire, c'est Guy de Maupassant qui l'écrit lors d'une chronique dans un journal qui s'appelait Le Gaulois, où vraiment ces mots sur la gourmandise sont extraordinaires. On devrait faire lire ça dans toutes les écoles. La table, c'est important par la nourriture, par la conversation, par l'ambiance. Mon cher papa dit souvent, il n'y a rien de plus triste à table qu'une demi-bouteille de vin. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Ah, moi, je suis plutôt un défenseur du Magnum, oui. Enfin, si on est un certain nombre. Et puis, quand même, avec modération. Mais c'est vrai que je crois que la table, c'est déjà un lieu. Hein, c'est une atmosphère, c'est la compagnie. Je veux dire, c'est... D'ailleurs, là, en matière de goût, je me souviens d'un texte de Frédéric Dard sur Ikem, justement, où il parle pas de dégustation, il dit pour célébrer Ikem, il faut être 3, la bouteille, un ami, encore faut-il un ami au grand millésime, sur le visage duquel on va lire nos propres sensations. Je trouve que c'est bien dit, quoi. C'est-à-dire que la bouteille, c'est pas avec quoi, c'est avec qui. Ikem, fameux vin de Sauternes, bien Absolument. sûr, pour ceux qui découvrent. Honoré de Balzac, Louis Collet, Huysmans, on a Alphonse Daudet, on a Guy de Maupassant. Alors Guy de Maupassant a fait, je pense, le plus beau texte qui a été écrit sur la gourmandise. Vraiment, où il dit que pour être gourmand, c'est pas anodin d'être gourmand. Enfin, je vous laisserai le soin de découvrir ce texte qui est un bonheur absolu et qui me rassure de défendre 2 fois par jour la gourmandise. Avec Guy de Maupassant, vous faites la sole à la diépoise. Alors j'ai vu, c'est pas que c'est compliqué, mais Oui, il y a beaucoup de choses à préparer en avance. Oui, mais il y a des recettes bien plus faciles. Les radis au beurre de fan, c'est très facile. Non, mais ça, la oui. crème légère de lentilles et langoustines. Mais c'est amusant à faire aussi, une sole à la diépoise. Bien sûr. Pourquoi la sole à la diépoise pour Guy de Maupassant? Comment est-ce que vous faites pour associer? Parce que là, par exemple, pour Balzac, vous avez les huîtres et légumes bouillon. On sait que Balzac, les huîtres, c'était un passionné d'huîtres. Et il buvait, je ne sais pas combien de café par jour. Donc la deuxième recette concernant Balzac, c'est une crème légère de lentilles et langoustines qu'on a vu en cuisine tout à l'heure. On a vu la préparation tout à l'heure. Et je fais une râpée d'arabica dessus, donc de grains de café. Voilà, parce que je trouvais que la lentille, la langoustine et le café fonctionnaient bien. Donc voilà, ça c'est en hommage à Balzac. Et bon, Chateaubriand, on a mis le Chateaubriand, bien sûr. Mais on le découvre, mais c'est vraiment venu avec lui, le steak un peu plus épais. Oui, le cœur de filet de bœuf qui est normalement pour 2 personnes. Oui, je pense que c'est lui qui a comment dire, lancé et il s'en servait beaucoup pour... C'est réussi. Est-ce que vous croyez qu'avec son nom maintenant, parce qu'on va au fin fond des États-Unis, on demande un Chateaubriand, on vous sert un Chateaubriand et vous pensez que la personne sait qu'elle va lire les mémoires d'outre-tombe derrière? Non mais déjà, ça prouve que l'importance de la gastronomie pour que tous ces grands écrivains en parlent, en fassent des chroniques, des descriptions et tout, ça prouve vraiment l'importance. Et puis, à travers tous ces écrits, là, sur ces 4 siècles, en fait, on sent l'évolution et on sent pourquoi on en est là aujourd'hui, quoi. Ça s'est pas fait de manière, je dirais, instantanée, même si la cuisine, c'est quelque chose de très instantané. C'est toute cette histoire de l'art de vivre à la française, parce que à travers tous ces écrits, on s'aperçoit aussi que ça ne s'arrête pas, d'ailleurs on l'a déjà dit, ça ne s'arrête pas simplement à la cuisine. On parle d'atmosphère, on parle de lieu où il faut être. De conversation. On parle de tout. Oui, de cette
acte culturel, car c'est un acte culturel de passer à table. Ouais, même Jacques Attal il a écrit un livre sur la conversation à table, comme quoi c'était pas utile en réalité de manger tout seul dans son coin avec sa demi-bouteille de vin, qu'il fallait justement partager un repas et que c'était là tout l'art presque de la civilisation en fait. Absolument, c'est notre art de vivre, hein, c'est la singularité française que la planète entière nous envie. Et c'est vrai qu'à table, il se passe plein de choses. Il y a même, je sais que j'ai certains chefs d'entreprise qui font le recrutement des personnes importantes de la société lors d'un repas pour voir les attitudes, pour voir si déceler la gourmandise, parce que si on est gourmand à table, si on lèche pas son couteau, on est gourmand. Mais vous rigolez, ça doit être pour ça aussi. Oui, pour voir, peut-être les bonnes manières, mais surtout pour voir la vraie personnalité. À table, au 2 ou 3e plat ou au dessert, on n'a plus de masque, quoi. Ça veut dire quoi, ça? Il y a eu combien de magnums entre-temps? Soi-même. Non, mais je ne parle pas forcément des vins, parce que c'est toujours consommé avec modération. Mais non, les fêtes... Monsieur Evin appréciera. Un repas désinhibe forcément tous les convives. Donc c'est ça qui est important, et voilà. Vous parlez de l'art de vivre à la française. Il y a une petite chose que nos auditeurs soit apprendront, soit confirmeront. Il y a le service à la française. Et il y avait le service aussi à la russe, qui est arrivé à une époque, c'est-à-dire où on servait à l'assiette. Le service à la française, c'est-à-dire que vous avez on présente le plat et chaque convive chacun se sert. Alors ça prend parfois un certain temps. Et surtout, on s'est rendu compte, je parle sous votre contrôle, qu'il y avait beaucoup de gâchis à une époque. Et donc, du coup, on a inventé le service à l'assiette. Et puis oui, parce qu'on est très maladroit. Moi-même, je suis très emprunté lorsqu'il faut prendre les couverts pour me servir, parce que j'ai peur de rater mon coup, là. Donc, je suis content d'avoir une assiette terminée devant moi, et au moins, je sais qu'elle est appétissante, qu'elle est visuellement belle, parce que c'est le cuisinier qui assure la maîtrise. Alors, lorsque vous vous servez, ça dépend quelle garniture il y a autour. Vous n'avez pas forcément la manière de les installer dans l'assiette. Et je crois que ce service aujourd'hui à l'assiette, c'est quelque chose de... C'est rentré dans les mœurs. Et c'est tellement plus pratique. Et puis, là, lorsqu'on vous sert une assiette terminée, la conversation ne s'arrête pas. Il est difficile de vous servir et de continuer une conversation. Donc le fait que tout arrive vraiment terminé, ça n'altère pas du tout le rythme des conversations. Quelques mots de vos fournisseurs, nos amis les agriculteurs, qui ont une passe difficile en ce moment. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment est-ce qu'ils ressentent ce qui se passe en ce moment? On les a vus ces derniers jours, mobilisés nuit et jour pour défendre... une situation qui est extrêmement compliquée. Je rappelle qu'il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. C'est une situation compliquée, alors que je prends ce livre-là, mais comme beaucoup d'autres, on était en cuisine tout à l'heure, sans eux... On n'existe pas. C'est vrai que sans eux, on n'existe pas. Et moi, je me souviens ce que nous, restaurateurs, on a ressenti quand on a fermé les restaurants lors du Covid. Maintenant, bien sûr, c'est pas complètement comparable, parce que on ferme le restaurant, on savait qu'un jour on allait le rouvrir, mais c'était quand même, moi je pouvais plus passer dans ce restaurant vide, quoi, dans ce restaurant inanimé. Mais là, quand on abat le cheptel d'un fermier, c'est évident que le choc est terrible, parce que c'est la disparition déjà du travail, c'est la disparition de relations, hein, parce que ces gens ne font pas ce métier par hasard. Ils font ce métier parce qu'ils aiment leurs animaux. Et parce qu'ils y croient. Parce qu'ils y croient et qu'ils aiment leurs animaux. Ça passe, je veux dire, les sensations et les relations qu'il y a avec leurs bêtes. Et moi, j'ai été très touché par ce paysan, en fait, dont le cheptel a été abattu, et que ça a été... En Ariège. Oui, en Ariège, ça a été le travail, je crois, sur 2 générations, pour justement avoir des bêtes exceptionnelles. Et si on n'a pas des gens qui font des choses exceptionnelles, là, en l'occurrence des bêtes, tout à l'heure on a vu les poulardes de Bresse, c'est un peu la même chose. Imaginez demain la Bresse envahie par la grippe aviaire. Ça devient... Nous, on a... La volaille de Bresse, c'est quand même la reine des volailles. Si on n'a
plus la possibilité d'avoir ce type de volaille, on altère un peu le paysage gastronomique. On a besoin, et on a besoin des bovins. Déjà, le cheptel, je crois, est passé de 22 millions à 17 millions de têtes en quelques années. Si ça continue, bon, ce sont des drames, bien sûr, drames humains, parce que des bêtes, mais avec les bêtes, il y a des humains. Et puis un drame pour la filière. Et je crois que nous, on a besoin de toutes les filières pour assurer cette diversité. C'est la singularité de la gastronomie française, c'est d'avoir une diversité dans les produits et dans les produits exceptionnels. Donc, gardons ce paysage aussi bien fourni en produits de qualité, et on continuera à défendre, nous, cette singularité que la planète entière nous envie. C'est important ce que vous dites sur la relation qu'a le paysan, l'éleveur, avec sa bête, parce que c'est quelque chose que je pense dans une certaine frange, notamment, je pense à des associations, à des défenseurs des animaux. Là encore, comment est-ce qu'on défend les animaux? C'est une question à poser. Mais certains se disent, ben non, en fait, ce sont des éleveurs, ils ont un troupeau de bêtes qui ont pas de nom, qui ont des numéros les uns après les autres et qui vont à l'abattage. Là, ce que vous dites, c'est qu'il y a une relation entre la bête et l'éleveur, et c'est important. Mais bien souvent, elles ont des noms. Enfin, moi, je connais plein d'éleveurs qui ont donné des noms à leurs bêtes. Et c'est vrai qu'il y a il y a une relation qui se crée. Ça dure plusieurs mois, donc c'est évident. Il y a les comportements. Ils décèlent des comportements différents entre les bêtes et tout. Et moi, je suis proche du monde agricole, donc je sais bien comment ça se passe. Mais que ce soit pour les bovins, que ce soit pour des volailles, tout, il y a un souci permanent pour le bien-être animal. C'est évident. Les éleveurs ne font pas ce métier par hasard, quoi. Il y a quelque chose, cette relation avec les animaux et leur attention pour le bien-être. Ils savent que la qualité de leur viande passe par ce bien-être. Une bête qui est maltraitée, elle est stressée, fera pas une bonne viande. C'est ça. Un veau qui souffre et tout. On fait écouter de la musique classique au Japon à certaines vaches, j'ai entendu dire. Oui, et on les masse, ouais. Ça, on les masse. On les masse aussi. Ouais. Et, mais par exemple, un veau qui a souffert pendant le transport n'a plus de riz de veau. Donc, je veux dire, le bien-être et le comportement animal, heureusement, a pris de plus en plus d'importance, et que, moi, j'imagine le désarroi lorsqu'on abat tout un cheptel. Un mot de l'Académie, c'est la consécration pour vous, après toutes ces étoiles, macarons, distinctions Oui, on peut rêver aux assiettes, aux étoiles, aux toques, on peut rêver à tout ça lorsqu'on est cuisinier. Être élu à l'Académie des Beaux-Arts, oui, c'est quelque chose de complètement... c'est nouveau déjà. En quoi ça consiste d'ailleurs? Parce que je suis le premier cuisinier à entrer à l'Académie. Ça veut dire déjà que les artistes considèrent que notre métier est artistique. Donc rien que ça, moi j'avais toujours un problème, je défendais le fait que j'étais un artisan. Maintenant, les artistes ont décidé que la cuisine était un art, donc c'est formidable. Alors ça consiste, c'est la sauvegarde de tous les arts. D'ailleurs, on s'insurge, nous, on sert d'alerte, et quand on entend que telle ou telle région supprime le budget culture et que la presse applaudit en disant que c'est courageux, je vois pas quel courage on a lorsqu'on enlève des budgets culture dans ce pays qui est quand même... Mais on est à l'os, monsieur Savoie. Donc le budget qui trinque le premier, c'est la culture. Ça a toujours été comme ça, même dans les entreprises. Ah bon? Eh bien alors, c'est une drôle de société alors. Merci Guy Savoie, bon Noël. Merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël, et puis terminez bien l'année. Et on souhaite que l'année prochaine soit enfin sereine. Guy Savoie, Cuisine des écrivains, 19e siècle à lire chez Hercher. Merci à vous. Merci. Il y a un petit peu de foie gras. Voilà, dans un instant, le rappel des titres de l'actualité, puis on parlera aussi de bâtir des églises. Ça continue, c'est important, on en parle dans un instant.